Dans les annales du crime français, certains noms résonnent avec une aura particulière, mêlant audace criminelle et génie créatif. Parmi ces figures légendaires, Albert Spaggiari occupe une place à part, celle d'un homme qui a réussi l'impossible, commettre le plus grand vol de l'histoire de France tout en transformant son crime en œuvre d'art. Le 19 juillet 1976, cet homme de 43 ans va graver son nom dans l'histoire en vidant les coffres-forts de la Société Générale de Nice, emportant l'équivalent de plus de 50 millions d'euros actuels, mais surtout en réalisant ce forfait avec une élégance et une sophistication qui forceront l'admiration même de ses poursuivants. Pour comprendre comment un homme ordinaire a pu concevoir et exécuter le cambriolage le plus audacieux du XXe siècle français, il faut d'abord saisir la personnalité complexe et fascinante d'Albert Spaggiari. Né le 14 décembre 1932 à Laragne-Montéglin, un petit village des Hautes-Alpes, il grandit dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale. Son père, Giacomo Spaggiari, immigré italien naturalisé français, exerce la profession de maçon, tandis que sa mère, Hermance Julien, tient un petit commerce de mercerie. Cette origine modeste mais respectable forge chez le jeune Albert un caractère ambitieux et une soif de reconnaissance qui l'accompagneront toute sa vie. L'enfance de Spaggiari se déroule dans l'atmosphère particulière des Alpes du Sud, région montagneuse, où l'isolement géographique a développé chez ses habitants un sens aigu de l'indépendance et de la débrouillardise. Ces terres rudes, marquées par des siècles de contrebande entre la France et l'Italie, cultivent une méfiance traditionnelle envers l'autorité centrale et une admiration pour ceux qui savent défier les règles établies. Ces caractéristiques régionales imprègnent profondément la personnalité du futur cambrioleur et influencent sa vision du monde. Dès son plus jeune âge, Albert manifeste une intelligence vive et une curiosité insatiable qui le distingue de ses camarades. Excellent élève, il dévore les livres d'aventure et se passionne pour les récits d'explorateurs et de grands criminels. Cette fascination précoce pour les exploits audacieux et les destins hors du commun révèle déjà une personnalité en quête d'absolu et de reconnaissance. Ses professeurs remarquent sa capacité exceptionnelle à mémoriser les détails et à élaborer des stratégies complexes lors des jeux de société. La Seconde Guerre mondiale, qui éclate quand Albert a 7 ans, marque profondément son enfance. La région des Hautes-Alpes devient un territoire de résistance active, traversé par de nombreux réseaux clandestins. Le jeune garçon assiste aux activités secrètes des maquisards, apprend l'art du camouflage et de la discrétion. Cette période trouble développe chez lui une fascination pour les opérations clandestines et les organisations secrètes qui influencera considérablement sa carrière future. L'adolescence de Spaggiari coïncide avec les années de reconstruction d'après-guerre. Brillant lycéen, il obtient son baccalauréat avec mention et s'oriente vers des études de droit à l'université d'Aix-en-Provence. Cette formation juridique, qu'il mènera à terme avec succès, lui apporte une connaissance approfondie des rouages du système judiciaire français et des subtilités de la législation. Cette expertise légale se révélera cruciale dans la conception de ses futurs projets criminels. Pendant ses études universitaires, Albert développe une passion pour l'archéologie et l'histoire antique. Il participe à plusieurs chantiers de fouilles dans le sud de la France, acquérant des compétences en excavation et en topographie souterraine qui s'avéreront déterminantes pour son chef-d'œuvre criminel. Ces expériences lui enseignent la patience nécessaire aux travaux de longue haleine et la minutie requise pour mener à bien des projets complexes. Sa personnalité se révèle progressivement comme celle d'un homme aux multiples facettes. Doté d'un charisme naturel et d'une éloquence remarquable, il séduit facilement ses interlocuteurs par sa culture générale étendue et sa capacité à disserter sur des sujets variés. Cette aisance sociale masque cependant une nature profondément individualiste et un goût prononcé pour la transgression qui le pousse vers des activités de plus en plus risquées. Après l'obtention de son diplôme de droit en 1954, Spaggiari effectue son service militaire en Indochine, alors en pleine guerre. Cette expérience traumatisante, mais formatrice, le confronte à la violence et à la mort, tout en développant ses capacités tactiques et stratégiques. Il sert dans les services de renseignement, apprenant les techniques d'infiltration, d'espionnage et de sabotage qui enrichissent considérablement son arsenal de compétences clandestines. De retour de guerre en 1956, Albert s'installe à Nice où il entame une carrière d'avocat. La ville, en pleine expansion économique grâce au développement du tourisme et de l'industrie, offre de nombreuses opportunités à un jeune juriste ambitieux. Spaggiari ouvre rapidement son cabinet et se spécialise dans le droit des affaires, développant une clientèle aisée composée d'entrepreneurs et de commerçants de la Côte d'Azur.
Sa réussite professionnelle lui permet d'intégrer la bonne société niçoise. Il épouse en 1960 Audie Berthier, fille d'une famille bourgeoise locale, et s'installe dans un appartement cossu du centre-ville. Ce mariage, apparemment conventionnel, cache en réalité une union de façade qui permet à Spaggiari de parfaire son image de notable respectable tout en préservant sa liberté d'action. Parallèlement à sa carrière d'avocat, Albert développe des activités annexes qui révèlent progressivement sa vraie nature. Il devient photographe amateur, puis professionnel, spécialisé dans les reportages de surveillance et les enquêtes privées. Cette activité lui permet d'acquérir des compétences en filature, en observation discrète et en analyse comportementale qui s'avèreront précieuses pour ses projets futurs. Les années 1960 marquent une évolution décisive dans la personnalité de Spaggiari, témoin de la transformation rapide de Nice, qui passe de ville bourgeoise tranquille à métropole méditerranéenne cosmopolite. Il observe avec fascination l'émergence de nouvelles formes de criminalité liées au développement économique. Les braquages spectaculaires se multiplient sur la Côte d'Azur, attirant une clientèle fortunée, mais aussi des malfaiteurs de plus en plus sophistiqués. Cette période coïncide avec l'apparition de ses premières activités illégales documentées. Spaggiari commence par des escroqueries mineures, exploitant ses connaissances juridiques pour monter des montages financiers complexes à la limite de la légalité. Ses premiers délits, soigneusement orchestrés, lui rapportent des gains substantiels, tout en lui enseignant l'art de brouiller les pistes et d'échapper aux investigations. Sa méthode révèle déjà les caractéristiques qui feront sa renommée: une préparation minutieuse, une attention obsessionnelle aux détails et une capacité remarquable à anticiper les réactions de ses adversaires. Chaque opération fait l'objet d'une étude approfondie, chaque risque est évalué, chaque échappatoire prévu. Cette approche quasi-scientifique du crime distingue Spaggiari de la plupart des délinquants de son époque. L'évolution de Nice vers un statut de place financière importante attire son attention sur les possibilités offertes par le secteur bancaire. Il étudie méticuleusement le fonctionnement des établissements financiers de la ville, leur système de sécurité, leurs routines opérationnelles. Cette phase d'observation, qui s'étale sur plusieurs années, révèle sa patience exceptionnelle et sa capacité à mener des projets de long terme. Ses compétences techniques s'enrichissent constamment grâce à des formations diverses qu'il suit discrètement. Il apprend la plongée sous-marine, perfectionnant sa condition physique et sa maîtrise de soi dans des environnements stressants. Il s'initie à l'électronique et à la mécanique de précision, acquérant les connaissances nécessaires pour neutraliser des systèmes d'alarme sophistiqués. Il étudie même la spéléologie, développant son aisance dans les espaces confinés et souterrains. La transformation progressive de Spaggiari d'avocat respectable en criminel sophistiqué s'accompagne d'une évolution de sa vision du monde. Il développe une philosophie personnelle qui justifie ses activités illégales en les présentant comme une forme d'art et de résistance contre l'ordre bourgeois établi. Cette rationalisation intellectuelle lui permet de concilier ses activités criminelles avec l'image qu'il souhaite donner de lui-même. Son cercle social évolue également pour inclure des personnages marginaux qui complètent ses compétences. Il noue des relations avec des spécialistes de diverses disciplines criminelles, perceurs de coffres-forts, experts en système d'alarme, faussaires de talent. Ces contacts, soigneusement cultivés, constituent progressivement le réseau qui lui permettra de réaliser son chef-d'œuvre. L'analyse de sa personnalité révèle un homme mu par des motivations complexes qui dépassent largement l'appât du gain. Spaggiari cherche avant tout la reconnaissance de son génie et la satisfaction intellectuelle de relever des défis impossibles. L'argent, bien qu'important, constitue davantage un moyen de financer ses projets et d'assurer son indépendance qu'une fin en soi. Sa culture générale exceptionnelle et sa curiosité insatiable le poussent à s'intéresser aux grands cambriolages de l'histoire. Il étudie les méthodes de célèbres voleurs, analyse leurs succès et leurs échecs, tire des leçons de leurs expériences. Cette approche académique du crime lui permet de concevoir des stratégies inédites qui évitent les écueils traditionnels de ce type d'entreprise. La découverte fortuite, au début des années 1970, des plans souterrains de Nice, par l'intermédiaire de ses activités photographiques, constitue le déclic qui oriente définitivement ses ambitions vers un projet grandiose. L'étude de ces documents révèle l'existence d'un réseau complexe de canalisation et de galeries techniques qui court sous les rues du centre-ville, offrant des possibilités d'accès inédites aux bâtiments les mieux protégés. Cette découverte coïncide avec l'identification de sa cible idéale, la Société Générale de Nice, établissement bancaire prospère situé en plein cœur de la ville. L'analyse minutieuse de cette banque révèle un système de sécurité sophistiqué, mais présentant des vulnérabilités exploitables par quelqu'un possédant les connaissances et les compétences de Spaggiari. L'élaboration progressive de son plan révèle l'ampleur de son génie criminel.
Chaque aspect de l'opération fait l'objet d'une étude approfondie. Reconnaissance des lieux, analyse des systèmes de sécurité, identification des failles, conception des outils nécessaires, planification des moindres détails. Cette phase de préparation, qui s'étale sur plus de 2 années, témoigne de sa patience exceptionnelle et de sa détermination absolue. Sa capacité à maintenir une double vie pendant cette période de préparation révèle des qualités de dissimulation remarquables. Avocat respecté le jour, il consacre ses soirées et ses week-ends à l'élaboration de son chef-d'œuvre criminel. Cette compartimentalisation rigoureuse de ses activités lui permet d'éviter tout soupçon tout en avançant méthodiquement vers son objectif. L'approche de l'exécution de son plan révèle également sa maîtrise psychologique exceptionnelle. Conscient que le succès de l'opération dépend autant de sa capacité à gérer le stress que de la qualité technique de sa préparation, il s'entraîne mentalement à affronter toutes les situations possibles. Cette préparation psychologique, aussi importante que la préparation matérielle, distingue Spaggiari des criminels ordinaires. Ce portrait d'un homme aux talents multiples, juriste brillant et criminel de génie, bourgeois respectable et aventurier audacieux, théoricien patient et praticien méticuleux, permet de comprendre comment Albert Spaggiari a pu concevoir et réaliser ce qui reste aujourd'hui encore l'un des cambriolages les plus sophistiqués de l'histoire. Car derrière l'avocat niçois se cache un esprit exceptionnel, capable de transformer un rêve impossible en réalité spectaculaire, un homme qui avait fait de la perfection criminelle son art de vivre. Au printemps 1974, Albert Spaggiari franchit le pas décisif qui le mènera vers l'immortalité criminelle. Après des mois d'hésitation et de réflexion, il arrête définitivement son choix sur la cible qui obsède ses pensées depuis plusieurs années, la Société Générale de Nice, située au numéro 8 de la rue République, en plein cœur du quartier des affaires de la ville. Cette banque, établissement prospère au service d'une clientèle fortunée de la Côte d'Azur, abrite dans ses coffres-forts souterrains les richesses accumulées par l'élite économique régionale. Bijoux précieux, lingots d'or, liasses de billets, documents confidentiels et œuvres d'art de grande valeur. La reconnaissance initiale de l'objectif révèle immédiatement l'ampleur du défi technique que représente cette entreprise. Le bâtiment de la Société Générale, construit dans les années 1950 selon les standards sécuritaires les plus stricts de l'époque, présente une façade impénétrable. L'accès principal, protégé par des portes blindées et un système d'alarme sophistiqué, est placé sous surveillance constante. Les fenêtres, rares et étroites, sont équipées de barreaux d'acier et de détecteurs de vibrations. Quant aux coffres forts eux-mêmes, ils sont installés dans une chambre forte souterraine, réputée inviolable. Cette chambre forte, véritable coffre géant de 45 mètres carrés, se situe au sous-sol de l'établissement, à 4 mètres sous le niveau de la rue. Ses murs, épais de 60 cm, sont constitués de béton armé, renforcés par des plaques d'acier. La porte d'accès, pesant plusieurs tonnes, s'ouvre uniquement grâce à une combinaison secrète connue de 3 personnes seulement. À l'intérieur, 277 coffres individuels de taille variable contiennent les biens les plus précieux de la clientèle. Le système d'alarme, ultra-moderne pour l'époque, comprend des détecteurs de mouvement, des capteurs de pression et des liaisons directes avec les services de police. Face à cette forteresse apparemment imprenable, Spaggiari développe une approche révolutionnaire qui contourne entièrement les défenses traditionnelles. Au lieu de chercher à forcer l'entrée principale ou à neutraliser les systèmes d'alarme, il conçoit un plan d'une audace inouïe, percer un tunnel souterrain depuis les égouts de la ville jusqu'à la chambre forte, en passant sous les fondations de l'immeuble. Cette stratégie, inspirée de ses connaissances en archéologie et de son étude des plans urbains de Nice, exploite la seule faille du système de sécurité, l'absence de protection souterraine. L'élaboration de ce plan nécessite une étude topographique d'une précision chirurgicale. Spaggiari passe des semaines à arpenter les rues du centre-ville, relevant discrètement les niveaux, mesurant les distances, identifiant les obstacles souterrains. Il consulte les archives municipales, étudie les plans de construction, analyse les réseaux d'assainissement. Cette phase de reconnaissance, menée avec la rigueur d'un ingénieur, révèle l'existence d'un collecteur d'égouts principal qui passe à proximité immédiate de la banque. Ce collecteur, vestige du système d'assainissement du XIXe siècle, présente des caractéristiques idéales pour le projet de Spaggiari. Large de 2 mètres et haut d'1,80 m, il permet la circulation d'hommes équipés d'outils. Sa construction en pierre de taille, solide mais travaillable, autorise le percement de galeries latérales. Surtout, son tracé le fait passer à seulement 8 mètres de la chambre forte, une distance franchissable par un tunnel de section réduite. La conception technique du tunnel révèle le génie ingénieux de Spaggiari.
Long de 8,50 m au total, ce boyau doit franchir successivement plusieurs obstacles. Les fondations de l'immeuble voisin, une canalisation de gaz, les fondations de la banque elle-même, puis percer le sol en béton armé de la chambre forte. Chaque section nécessite des techniques spécifiques. Excavation manuelle dans la terre meuble, découpe au chalumeau dans le métal, perçage au marteau-piqueur dans le béton. Le recrutement de l'équipe d'exécution constitue un défi délicat qui révèle les talents de psychologue de Spaggiari. Il ne peut faire appel à des professionnels du crime, trop voyants et peu fiables, ni à des amateurs, insuffisamment compétents. Il opte donc pour une solution intermédiaire, recruter des artisans qualifiés en difficulté financière, qu'il séduit par la perspective de gains importants et l'attrait de l'aventure. Cette équipe, composée de 6 hommes soigneusement sélectionnés, combine les compétences nécessaires: maçonnerie, électricité, plomberie, mécanique. La logistique de l'opération nécessite une planification minutieuse qui s'étale sur plusieurs mois. Spaggiari doit se procurer discrètement l'équipement nécessaire: outils de perçage, matériel d'éclairage, système de ventilation, équipement de protection individuelle. Chaque acquisition fait l'objet de précautions particulières pour éviter d'éveiller les soupçons. Les achats sont répartis dans différents magasins, étalés dans le temps, payés en liquide, sous de fausses identités. L'organisation du chantier souterrain révèle les qualités de chef d'équipe de Spaggiari. Les travaux se déroulent exclusivement la nuit, entre 23 h et 5 h du matin, pour minimiser les risques de découverte. L'accès au collecteur s'effectue par une bouche d'égout située rue de Loyer, à 200 mètres de la banque. L'équipe progresse dans l'obscurité, équipée de lampes frontales et d'un matériel de communication rudimentaire mais efficace. Le percement du tunnel proprement dit commence en février 1976 et s'étale sur 4 mois d'un labeur épuisant. Travaillant par équipe de 2 hommes, les complices de Spaggiari progressent centimètre par centimètre dans la terre et la pierre. L'évacuation des déblais, problème logistique majeur, s'effectue par sauts successifs jusqu'au collecteur principal, d'où ils sont évacués par le réseau d'égouts. Cette méthode, laborieuse mais discrète, permet de ne laisser aucune trace en surface. Les difficultés techniques rencontrées révèlent l'adaptabilité remarquable de l'équipe. La découverte imprévue d'une nappe phréatique nécessite l'installation d'un système de pompage de fortune. La rencontre avec la canalisation de gaz impose un détour délicat qui allonge le tunnel de 2 mètres. La dureté exceptionnelle du béton armé des fondations oblige à modifier les outils et les techniques de perçage. Chaque obstacle, potentiellement fatal au projet, est surmonté par l'ingéniosité collective de l'équipe. L'approche finale de la chambre forte, en juin 1976, constitue la phase la plus délicate de l'opération. Le percement du sol en béton armé, épais de 40 cm, nécessite l'utilisation de matériel professionnel particulièrement bruyant. Pour masquer ces nuisances sonores, Spaggiari coordonne les travaux avec les chantiers de rénovation urbaine qui se déroulent simultanément dans le quartier. Cette synchronisation parfaite témoigne de sa capacité d'anticipation et de sa connaissance approfondie de l'environnement local. La percée finale dans la chambre forte survient dans la nuit du 16 au 17 juillet 1976, après 4 mois d'efforts acharnés. L'ouverture, d'un diamètre de 60 cm, est pratiquée avec une précision chirurgicale dans un angle mort des systèmes de surveillance. Cette prouesse technique, qui nécessite de percer le béton sans déclencher les détecteurs de vibration, révèle la maîtrise exceptionnelle de Spaggiari et de son équipe. L'exploration initiale de la chambre forte révèle un spectacle qui dépasse toutes les espérances. Les coffres, alignés sur plusieurs rangées, contiennent des trésors d'une valeur inestimable. Diamants, émeraudes, rubis, colliers de perles, montres de luxe, lingots d'or, liasses de billets de banque, mais aussi des documents compromettants, des photographies privées et des œuvres d'art de collection. Cette richesse, fruit de décennies d'accumulation par l'élite niçoise, s'offre désormais aux cambrioleurs médusés. L'organisation du pillage révèle une fois encore le caractère méthodique de Spaggiari. Au lieu de se précipiter sur les biens les plus voyants, il procède à un inventaire systématique qui optimise la sélection. Les bijoux sont triés selon leur valeur et leur facilité d'écoulement. Les billets sont comptés et conditionnés par coupure. Les documents sont examinés pour évaluer leur potentiel de chantage. Cette approche rationnelle, inhabituelle dans ce type de criminalité, maximise les gains tout en minimisant les risques. Le cambriolage proprement dit s'étale sur 3 nuits consécutives, du 17 au 19 juillet 1976. Cette durée exceptionnelle, permise par l'absence de surveillance directe de la chambre forte pendant le week-end, permet un pillage exhaustif de 177 coffres sur les 277 que compte l'installation. Le choix des coffres visés obéit à une logique précise. Spaggiari privilégie ceux appartenant à des personnalités en vue,
supposés contenir les biens les plus précieux. La technique d'ouverture des coffres révèle les compétences spécialisées de certains membres de l'équipe. Plutôt que de forcer brutalement les serrures, ce qui laisserait des traces évidentes, ils utilisent des méthodes plus subtiles: perçage de la serrure, manipulation des mécanismes internes, découpe sélective des parois. Ces techniques, héritées de l'expertise d'anciens serruriers reconvertis, permettent d'ouvrir la plupart des coffres sans dommages apparents. L'évacuation du butin s'effectue selon un protocole rigoureusement établi. Chaque objet de valeur est soigneusement emballé et marqué avant d'être transporté par le tunnel jusqu'au collecteur d'égout. Un système de relais humain, organisé comme une chaîne de montage inversée, assure l'acheminement fluide des biens volés vers la sortie. Cette organisation millimétrée évite les embouteillages dans l'espace confiné du tunnel et minimise le temps d'exposition. La découverte de documents compromettants dans certains coffres révèle un aspect inattendu de l'affaire. Spaggiari met la main sur des photographies privées, des contrats illégaux, des preuves de corruption et des documents attestant d'évasion fiscale. Ces pièces, potentiellement plus dangereuses pour leurs propriétaires que la perte des biens matériels, ouvrent des perspectives nouvelles d'exploitation du cambriolage. La phase finale de l'opération, dans la nuit du 19 juillet, s'achève par une mise en scène théâtrale qui révèle le goût de Spaggiari pour la provocation. Avant de quitter définitivement la chambre forte, il grave sur l'un des murs la phrase devenue légendaire: « Sans armes, sans violence et sans haine », signature morale qui transforme le cambriolage en manifeste artistique. Cette inscription, accompagnée de quelques objets volontairement laissés sur place, constitue la première manifestation publique de la philosophie personnelle du cambrioleur. Le camouflage de l'ouverture du tunnel, opération délicate qui conditionne le délai de découverte du vol, fait l'objet de soins particuliers. L'orifice est rebouché avec un mélange de ciment et de poussière de béton qui reconstitue l'apparence originale du sol. Des débris de matériaux de construction, disposés stratégiquement, donnent l'illusion d'un sol intact. Cette dissimulation parfaite retarde la découverte du cambriolage de plusieurs heures cruciales. L'évacuation finale de l'équipe s'effectue selon un plan d'exfiltration minutieusement préparé. Chaque membre regagne individuellement son domicile par des itinéraires différents, emportant sa part du butin dans des bagages anodins. Spaggiari, dernier à quitter les lieux, efface méthodiquement toutes les traces de passage dans le collecteur d'égout. Cette discipline collective, maintenue jusqu'au bout malgré l'euphorie du succès, témoigne de la qualité du leadership exercé par le cerveau de l'opération. Le partage du butin, évalué à l'époque à 100 millions de francs, s'effectue dans les jours suivants selon des modalités préétablies. Spaggiari conserve la part du lion, soit 40% du total, en sa qualité de concepteur et d'organisateur. Le reste est réparti équitablement entre les 6 complices, chacun recevant une somme qui assure son avenir financier. Cette répartition, acceptée sans contestation, témoigne de l'autorité morale que Spaggiari exerce sur son équipe. La découverte du cambriolage, le lundi 19 juillet 1976, à l'ouverture de la banque, provoque un séisme qui dépasse largement les frontières de Nice. L'ampleur du vol, la sophistication de la méthode employée et l'absence totale de violence transforment immédiatement l'affaire en phénomène médiatique national. Les premières estimations, largement sous-évaluées, évoquent un préjudice de 20 millions de francs qui sera progressivement réévalué à la hausse au fur et à mesure des déclarations de victimes. L'examen de la scène de crime par les experts de la police scientifique révèle progressivement l'ampleur du génie criminel de Spaggiari. La découverte du tunnel, d'abord incrédule puis admirative, force la reconnaissance des enquêteurs eux-mêmes. La précision de l'excavation, la qualité de l'exécution, l'absence de dégâts collatéraux témoignent d'une maîtrise technique exceptionnelle qui transcende le simple cadre criminel pour atteindre celui de l'art. Cette réalisation parfaite d'un plan jugé impossible marque l'apogée de la carrière criminelle de Spaggiari et transforme définitivement sa vie. En l'espace de quelques jours, l'avocat niçois respectable devient l'homme le plus recherché de France, mais aussi une figure légendaire dont l'exploit sera étudié, analysé et admiré bien au-delà des milieux criminels. Le casse de la Société Générale de Nice ne constitue pas seulement un vol d'une ampleur exceptionnelle, mais une œuvre d'art criminelle qui marquera l'histoire de la délinquance française. La découverte du cambriolage de la Société Générale, le lundi 19 juillet 1976, déclenche immédiatement l'une des enquêtes policières les plus importantes de l'histoire criminelle française. Le commissaire Robert Broussard, chef de la brigade criminelle de Nice, prend personnellement en charge cette affaire qui défie toutes les catégories habituelles de la délinquance. Face à l'ampleur du vol et à la sophistication de la méthode employée,
Les autorités comprennent rapidement qu'elles sont confrontées à un adversaire d'une intelligence exceptionnelle. L'examen de la scène de crime révèle progressivement l'étendue du défi technique relevé par les cambrioleurs. La découverte du tunnel d'une précision chirurgicale stupéfie les experts. Long de 8,50 m, ce boyau témoigne d'une maîtrise de l'excavation qui dépasse largement les compétences des criminels ordinaires. L'absence de traces d'outils modernes, remplacés par un travail manuel patient et minutieux, indique une approche artisanale qui complique considérablement l'identification des auteurs. L'inscription laissée par Spaggiari sur le mur de la chambre forte, sans armes, sans violence et sans haine, intrigue particulièrement les enquêteurs. Cette signature morale, inhabituelle dans le milieu criminel, suggère des motivations qui dépassent le simple appât du gain. L'analyse graphologique révèle une écriture soignée, révélatrice d'une personnalité cultivée et sûre d'elle-même. Cette piste psychologique oriente les investigations vers un profil de criminel atypique. La reconstitution du mode opératoire nécessite l'intervention de spécialistes de diverses disciplines. Des ingénieurs analysent la faisabilité technique du tunnel, des géologues étudient la composition du sol, des experts en serrurerie examinent les méthodes d'ouverture des coffres. Cette approche pluridisciplinaire, inhabituelle pour l'époque, révèle progressivement l'ampleur des connaissances techniques mobilisées par les auteurs du cambriolage. L'enquête de voisinage, menée dans un rayon de plusieurs centaines de mètres autour de la banque, ne révèle aucun témoignage significatif. L'absence totale de nuisances sonores pendant les travaux témoigne de la maîtrise exceptionnelle des cambrioleurs. Seuls quelques riverains mentionnent avoir observé des mouvements nocturnes près des bouches d'égout, mais ces témoignages restent trop vagues pour orienter utilement les recherches. L'analyse des listes de victimes révèle un aspect particulièrement délicat de l'affaire. Parmi les propriétaires des coffres cambriolés figurent des personnalités en vue de la société niçoise, hommes politiques, industriels, notables locaux. Beaucoup rechignent à déclarer précisément le contenu de leurs coffres, soit par discrétion, soit pour éviter des questions embarrassantes sur l'origine de leurs biens. Cette omerta partielle complique considérablement l'évaluation du préjudice et l'identification des objets volés. La découverte de documents compromettants dans certains coffres ajoute une dimension politique explosive à l'affaire. Des photographies privées, des contrats litigieux, des preuves de corruption émergent progressivement au fil de l'enquête. Ces révélations, soigneusement filtrées par les autorités, alimentent les rumeurs sur les véritables motivations des cambrioleurs et transforment l'affaire en scandale public. L'identification de Spaggiari comme suspect principal résulte d'un concours de circonstances qui révèle les limites de la police scientifique de l'époque. Une empreinte digitale, relevée sur un mégot de cigarette abandonné dans le tunnel, correspond à celle figurant dans les fichiers de police. Cette empreinte, laissée par négligence lors de la phase finale des travaux, constitue la première faille dans la stratégie de dissimulation parfaite mise en œuvre par le cambrioleur. Le recoupement avec les antécédents judiciaires de Spaggiari révèle un profil compatible avec l'auteur présumé du cambriolage. Ses connaissances juridiques, ses compétences techniques variées, sa situation financière confortable mais insuffisante pour financer un train de vie fastueux, dessinent le portrait d'un suspect crédible. L'enquête sur son entourage confirme progressivement cette hypothèse. La surveillance discrète mise en place autour de Spaggiari révèle un comportement apparemment normal qui ne trahit aucun signe de nervosité. L'avocat continue d'exercer sa profession, reçoit ses clients, participe aux activités sociales de son milieu. Cette capacité à maintenir une façade de normalité impressionne les enquêteurs et confirme le profil d'un criminel exceptionnel. L'analyse de ses déplacements dans les semaines précédant le cambriolage révèle cependant quelques anomalies significatives. Des absences nocturnes inexpliquées, des achats d'équipements techniques, des contacts avec des artisans peu recommandables constituent autant d'indices qui étayent progressivement l'accusation. Ces éléments, pris isolément, restent insuffisants pour étayer une inculpation, mais leur accumulation dessine un faisceau de présomptions troublant. L'arrestation de Spaggiari, le 25 octobre 1976, s'effectue sans incident dans son cabinet d'avocat. Prévenu de son interpellation par des sources policières complices, il a eu le temps de détruire les preuves compromettantes et de mettre son butin en sécurité. Cette préparation minutieuse témoigne une fois encore de ses capacités d'anticipation et de sa connaissance approfondie des procédures judiciaires. L'interrogatoire initial révèle un prévenu parfaitement maître de lui, qui nie catégoriquement toute implication dans le cambriolage, tout en manifestant une curiosité amusée pour les détails de l'enquête. Sa formation juridique lui permet de naviguer habilement entre les pièges tendus par les enquêteurs. Cette attitude, à la fois respectueuse et ironique, exaspère ses interrogateurs
tout en forçant leur admiration professionnelle. La perquisition de son domicile et de son cabinet ne révèle aucune preuve matérielle du cambriolage. Les objets volés, soigneusement dissimulés dans des caches préparées à l'avance, échappent aux recherches. Cette absence de preuves tangibles oblige les autorités à construire leur accusation sur des éléments circonstanciels, stratégie juridique délicate qui fragilise le dossier d'accusation. L'incarcération de Spaggiari à la prison de Nice, en attente de son procès, lui offre paradoxalement l'opportunité de préparer sa défense dans les meilleures conditions. Sa connaissance approfondie du droit pénal lui permet d'identifier les failles de l'accusation et de préparer une stratégie de défense sophistiquée. Cette période de détention préventive, loin de l'abattre, stimule sa créativité juridique. La médiatisation exceptionnelle de l'affaire transforme Spaggiari en figure publique, dont l'image oscille entre admiration et réprobation. La presse populaire, fascinée par l'exploit technique, présente le cambrioleur comme un génie du crime dont l'audace force le respect. Cette notoriété, loin de le desservir, nourrit son ego et renforce sa détermination à échapper aux conséquences de ses actes. L'instruction judiciaire menée par le juge Pierre Michel révèle progressivement les faiblesses du dossier d'accusation. L'absence de preuves matérielles, la fragilité des témoignages, les contradictions dans les déclarations des victimes fragilisent l'édifice judiciaire construit par l'accusation. Cette situation favorable encourage Spaggiari à envisager sereinement son procès. La préparation de sa défense révèle une fois encore les talents de stratège de l'accusé. Au lieu de nier en bloc sa participation au cambriolage, il choisit une ligne de défense plus subtile, qui consiste à semer le doute sur la solidité des preuves tout en revendiquant indirectement la paternité de l'exploit. Cette stratégie ambiguë déstabilise l'accusation tout en nourrissant sa légende publique. L'organisation de son évasion révèle une préparation minutieuse qui s'étale sur plusieurs semaines. Profitant de sa connaissance approfondie du système judiciaire et de ses contacts dans le milieu carcéral, Spaggiari identifie les failles de sécurité du palais de justice de Nice. Cette étude, menée avec la même méthodologie que celle utilisée pour le cambriolage de la banque, révèle plusieurs possibilités d'évasion. Le choix de la date de l'évasion obéit à une logique stratégique précise. Le 10 mars 1977, jour choisi pour l'opération, correspond à une audience de mise en liberté provisoire qui justifie la présence de Spaggiari au palais de justice. Cette légitimation de sa présence dans les lieux facilite considérablement l'exécution de son plan d'évasion tout en retardant le déclenchement de l'alerte. L'exécution de l'évasion révèle une audace et une théâtralité qui marquent définitivement l'imaginaire collectif. Profitant d'un moment d'inattention de ses gardiens durant l'audience, Spaggiari se lève calmement de son banc, se dirige vers la fenêtre du premier étage du palais de justice et saute dans le vide sous les yeux médusés de l'assistance. Cette fuite spectaculaire, digne d'un film d'aventure, transforme l'avocat en héros romantique. La chute de 4 mètres de hauteur, amortie par un auvent qui cède sous l'impact, aurait pu être fatale à un homme moins préparé physiquement. Spaggiari, maintenu en excellentes conditions par des années de sport intensif, se relève immédiatement et court vers une motocyclette qui l'attend, conduite par un complice resté anonyme. Cette coordination parfaite entre l'évasion et l'exfiltration témoigne d'une préparation collective remarquable. La fuite en motocyclette à travers les rues de Nice, poursuivie par les forces de police alertées par radio, constitue une scène d'anthologie qui nourrit durablement l'imaginaire populaire. La connaissance parfaite du réseau routier local permet aux fuyards d'échapper à leurs poursuivants en empruntant des raccourcis impraticables aux véhicules de police. Cette course-poursuite, filmée partiellement par des témoins, devient rapidement légendaire. La disparition totale de Spaggiari après son évasion déconcerte les autorités qui s'attendaient à une arrestation rapide. L'organisation logistique mise en place par ses complices révèle une préparation de longue date qui inclut des cachettes sûres, des moyens de transport diversifiés et des itinéraires d'exfiltration complexes. Cette infrastructure clandestine témoigne de l'ampleur du réseau mobilisé par le fugitif. L'enquête sur l'évasion révèle les complicités dont a bénéficié Spaggiari à l'intérieur même du système judiciaire. Des gardiens corrompus, des employés complaisants, des avocats retournés constituent un réseau de soutien qui explique le succès de l'opération. Ces révélations provoquent un scandale interne qui débouche sur plusieurs révocations et mutations d'office. L'impact médiatique de l'évasion dépasse largement celui du cambriolage initial. La presse internationale s'empare de l'affaire, transformant Spaggiari en figure mythique du crime intelligent. Cette notoriété planétaire, loin de faciliter sa capture, complique paradoxalement la tâche des enquêteurs en suscitant des témoignages fantaisistes et des fausses pistes multiples. La traque internationale qui s'organise alors mobilise des moyens considérables, mais se heurte à l'intelligence tactique de Spaggiari. Ses connaissances linguistiques, sa culture internationale, ses contacts dans le milieu des antiquaires et des collectionneurs d'art
lui permettent de se fondre dans l'élite européenne cultivée. Cette capacité d'adaptation sociale constitue son meilleur camouflage. L'échec des premières investigations pousse les autorités à réviser leurs méthodes d'enquête. L'affaire Spaggiari devient un cas d'école qui influence durablement les techniques policières françaises. L'importance accordée à l'analyse psychologique, le développement de la coopération internationale, la modernisation des méthodes de surveillance témoignent de l'impact profond de cette affaire sur les pratiques policières. Cette évasion spectaculaire, qui transforme définitivement Spaggiari en légende vivante, marque le début d'une période de cavale qui durera plusieurs années et alimentera durablement les fantasmes populaires sur le crime parfait et l'intelligence criminelle triomphante. L'évasion spectaculaire du 10 mars 1977 marque le début d'une nouvelle existence pour Albert Spaggiari, celle d'un fugitif international dont la traque mobilisera les polices de toute l'Europe pendant plusieurs années. Cette période de cavale, loin de constituer une simple fuite éperdue, révèle une fois encore les capacités d'adaptation exceptionnelles de l'homme qui avait déjà démontré son génie criminel. Transformé en légende vivante par l'audace de son évasion, Spaggiari va désormais devoir justifier sa réputation en échappant indéfiniment à ses poursuivants. Les premières semaines de sa fuite révèlent une préparation logistique d'une sophistication remarquable. Loin d'improviser sa cavale, Spaggiari active un réseau de soutien international soigneusement constitué au fil des années. Ses contacts dans le milieu des antiquaires, développés lors de ses activités de photographe, lui offrent des refuges temporaires dans toute l'Europe méditerranéenne. Cette infrastructure clandestine, invisible aux yeux des autorités, constitue la clé de sa survie en tant que fugitif. L'itinéraire initial de sa fuite le mène vers l'Italie, pays de ses origines familiales, où ses connaissances linguistiques et culturelles lui permettent de se fondre dans la population locale. La région de la Ligurie, proche de Nice et parsemée de petits ports de pêche, offre de nombreuses possibilités de passage clandestin. Cette géographie complice, qu'il connaît depuis l'enfance, devient son terrain de jeu favori pour semer ses poursuivants. La transformation physique qu'il opère révèle une compréhension intuitive des techniques de camouflage. Abandonnant ses costumes d'avocat pour des tenues décontractées, laissant pousser sa barbe, modifiant sa coiffure, il parvient à transformer radicalement son apparence. Cette métamorphose, accompagnée d'un changement de comportement social, lui permet d'échapper aux reconnaissances fortuites qui constituent le principal danger pour un fugitif célèbre. L'utilisation de fausses identités révèle ses compétences en matière de falsification documentaire. Les passeports et cartes d'identité qu'il utilise témoignent d'un savoir-faire professionnel qui suggère des complicités dans les milieux spécialisés. Cette maîtrise technique, développée probablement lors de ses activités criminelles antérieures, lui assure une mobilité géographique indispensable à sa survie. Sa capacité à financer sa cavale sans recourir au système bancaire traditionnel révèle une gestion financière prévoyante. Les biens volés lors du cambriolage de la Société Générale, soigneusement dissimulés et progressivement écoulés sur les marchés parallèles européens, lui assurent des ressources considérables. Cette richesse cachée, gérée avec parcimonie, lui permet de maintenir un niveau de vie confortable tout en préservant sa discrétion. L'écoulement des objets volés révèle ses connaissances approfondies du marché de l'art et des antiquités. Plutôt que de brader ses biens sur des circuits de recel traditionnels, il privilégie des ventes sélectives auprès de collectionneurs privés peu regardant sur la provenance. Cette stratégie commerciale, plus risquée mais infiniment plus profitable, témoigne de sa culture artistique et de ses relations dans ce milieu fermé. Les rares témoignages sur sa vie de fugitif révèlent un homme qui a su transformer sa cavale en aventure existentielle. Loin de subir sa condition de hors-la-loi, il semble l'assumer pleinement et même en tirer une certaine jouissance. Cette attitude positive, rare chez les criminels en fuite, contribue probablement à sa capacité de résistance psychologique face aux pressions de la traque policière. Ses déplacements à travers l'Europe révèlent une stratégie géographique sophistiquée qui exploite les failles de la coopération policière internationale. Privilégiant les pays à faible tradition d'extradition ou au système judiciaire complexe, il séjourne successivement en Espagne, au Portugal, en Grèce et en Yougoslavie. Cette mobilité constante, coûteuse en énergie et en ressources, constitue sa meilleure protection contre l'arrestation. L'analyse de ses moyens de communication révèle une maîtrise précoce des techniques de cryptage et de dissimulation. Ses rares contacts avec ses complices restés en France s'effectuent par l'intermédiaire de codes sophistiqués et de boîtes aux lettres multiples. Cette compartimentalisation des informations, déjà utilisée lors du cambriolage, protège l'ensemble de son réseau contre les infiltrations policières. Sa relation avec les médias pendant sa cavale révèle un goût prononcé pour la provocation et la mise en scène. Les rares interviews qu'il accorde, transmises par l'intermédiaire de journalistes complices, entretiennent sa légende
tout en narguant ses poursuivants. Cette stratégie de communication, risquée pour sa sécurité, témoigne de son besoin viscéral de reconnaissance publique. L'évolution de l'enquête policière révèle les limites des méthodes traditionnelles face à un fugitif de cette intelligence. Les battus, les contrôles d'identité, les surveillances d'aéroports s'avèrent inefficaces contre un homme qui anticipe toutes les stratégies de ses poursuivants. Cette situation d'échec pousse les autorités à développer de nouvelles techniques d'investigation qui influenceront durablement les méthodes policières. La coopération internationale, qui s'organise autour de sa traque, révèle les difficultés de coordination entre polices nationales. Les rivalités administratives, les différences de procédure, les obstacles juridiques constituent autant d'avantages pour Spaggiari qui exploite habilement ces failles systémiques. Cette expérience contribue paradoxalement au développement d'Interpol et à l'harmonisation des procédures européennes. L'impact de l'affaire sur l'opinion publique révèle une fascination durable pour la figure du criminel intelligent. Spaggiari devient progressivement un anti-héros romantique dont les exploits nourrissent l'imaginaire populaire. Cette sympathie diffuse complique la tâche des enquêteurs en générant de faux témoignages et en décourageant les dénonciations spontanées. L'influence de l'affaire sur la littérature et le cinéma témoigne de son impact culturel profond. Plusieurs romans, films et documentaires s'inspirent de ses exploits, contribuant à transformer le cambrioleur en figure mythique. Cette postérité artistique, flatteuse pour son ego, constitue paradoxalement un facteur supplémentaire de notoriété qui complique sa vie clandestine. L'analyse de ses motivations profondes révèle une personnalité complexe, mue par des ressorts psychologiques qui dépassent largement l'appât du gain. La recherche de reconnaissance, le goût du défi intellectuel, le besoin de prouver sa supériorité constituent les véritables moteurs de ses actions. Cette dimension existentielle explique probablement sa capacité à supporter les contraintes de la vie de fugitif. L'évolution de ses relations personnelles pendant sa cavale révèle l'isolement progressif qu'impose cette existence. Coupé de sa famille, privé d'attaches durables, il développe une philosophie de l'individualisme absolu qui correspond à sa nature profonde. Cette solitude choisie, assumée comme un prix à payer pour sa liberté, révèle une force de caractère exceptionnelle. Les dernières années de sa cavale révèlent une lassitude progressive face aux contraintes de la vie clandestine. L'âge venant, les ressources s'amenuisant, les complicités se délitant, Spaggiari doit adapter constamment sa stratégie de survie. Cette évolution témoigne des limites humaines face aux exigences d'une existence perpétuellement précaire. Le mystère entourant sa mort en 1989 ajoute une dimension légendaire à son destin. Retrouvé décédé dans des circonstances troublantes près de Hyères, il emporte avec lui les secrets de ses années de cavale. Cette fin ambiguë, qui alimente encore aujourd'hui les spéculations, parachève la transformation du criminel en figure mythique. L'héritage de Spaggiari dépasse largement le cadre criminel pour toucher des domaines variés de la société française. Ces méthodes influencent durablement les techniques de sécurité bancaire, poussant les établissements à repenser complètement leur système de protection. L'innovation technologique dans ce secteur doit beaucoup aux leçons tirées de son exploit. L'impact sur les procédures judiciaires révèle une modernisation nécessaire des méthodes d'enquête. L'affaire Spaggiari marque l'entrée de la police française dans l'ère de la criminalistique moderne et de la coopération internationale. Ces évolutions, directement inspirées par les défis posés par cette affaire, bénéficient à l'ensemble du système judiciaire. L'influence culturelle de l'affaire témoigne de sa résonance profonde dans l'imaginaire collectif français. Spaggiari incarne un certain art de vivre français fait d'élégance, d'intelligence et de désinvolture face à l'autorité. Cette dimension identitaire explique la fascination durable qu'exerce son histoire sur le public. L'analyse contemporaine de ces méthodes révèle une modernité surprenante qui anticipe certaines techniques actuelles de la cybercriminalité. Son approche systémique, sa patience stratégique, sa capacité d'adaptation constituent un héritage méthodologique qui inspire encore aujourd'hui les spécialistes de la sécurité. Plus de 40 ans après le casse de la Société Générale, Albert Spaggiari demeure une figure fascinante qui cristallise les fantasmes français sur l'intelligence criminelle et l'art de la transgression élégante. Son histoire, devenue légende, continue d'alimenter l'imaginaire populaire et de nourrir la réflexion sur les rapports complexes entre ordre et désordre, génie et criminalité, dans une société en perpétuelle évolution. L'homme qui avait transformé un cambriolage en œuvre d'art et une évasion en spectacle cinématographique laisse derrière lui un héritage paradoxal, celui d'un criminel qui a forcé l'admiration de ses poursuivants et conquis l'affection durable du public. Cette postérité ambiguë témoigne de la complexité d'un personnage qui avait su transformer sa vie en roman d'aventure et sa mort en mystère insoluble. Pour découvrir d'autres histoires extraordinaires de criminels d'exception et plonger dans les mystères les plus fascinants de l'histoire contemporaine française,
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Crime du sommeil, où chaque récit vous transportera dans l'univers troublant et captivant de ceux qui ont défié l'ordre établi avec génie et audace.